Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, cet épisode est aussi un tout petit peu particulier. Ce n'est toujours pas une famille en voyage que je retrouve aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce qu'il est enregistré dans le cadre du podcaston. Je vous l'explique un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Le podcaston, c'est un événement qui rassemble des centaines de podcasteurs français pour mettre en lumière des associations. Et donc aujourd'hui, j'interviewe Céline, qui est la fondatrice et la présidente de l'association Écoliers des Philippines. Et donc elle va nous faire voyager aux Philippines, sur l'île où elle a grandi, où elle a fait son école élémentaire. Céline va nous expliquer un petit peu comment se passe la vie aux Philippines, le système scolaire là-bas, et puis évidemment les missions de l'association qu'elle a créée il y a une dizaine d'années. C'est un épisode qui, évidemment, nous fait voyager et qui ouvre de jolies perspectives pour des familles qui voudraient mettre un petit peu d'engagement solidaire au cours d'un voyage aux Philippines. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de Parents Voyageurs. Aujourd'hui, on fait un épisode un petit peu particulier parce que c'est un épisode qui rentre dans le cadre du podcaston. Donc le podcaston, c'est un événement qui rassemble des centaines de podcasteurs francophones pour mettre en avant des associations. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter une association qui s'appelle Écoliers des Philippines. Donc on va beaucoup parler de cet asso, de ce que vous y faites. Est-ce que pour commencer, quand même, ne dérogeons pas à la tradition de Parents Voyageurs. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, bonjour Floriane. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet honneur. Je me sens vraiment très privilégiée d'avoir été invitée par toi pour enregistrer ce podcast. Donc moi, c'est Céline. Je suis donc fondatrice et présidente actuelle de l'association Écoliers des Philippines. J'ai 33 ans et j'habite sur la Côte d'Azur. Mais j'ai longtemps vécu aux Philippines, donc je suis née là-bas et j'y ai vécu jusqu'à mes 13 ans avant d'emménager en France parce que mon papa est d'origine française et ma maman est d'origine philippine. Et après moult réflexions sur notre avenir, il a décidé que ce serait peut-être plus intéressant pour nous de faire des études en France. Et le futur lui aura donné raison, je pense. Donc voilà, en 2003, on a décidé d'emménager en France. Et c'est seulement 10 ans après que j'ai fondé Écoliers des Philippines pour des raisons sur lesquelles on reviendra certainement plus tard. Ouais, bah écoute, c'était ma question d'après. Merci pour cette présentation. Justement, pourquoi tu as créé cette association ? Donc tu avais 23 ans à l'époque ? Oui, c'est ça. J'avais tout à fait. Donc je finissais mes études je finissais un master de physique. Donc en fait, pour revenir un peu sur le but de cette association, donc Écoliers des Philippines a un rêve assez modeste, c'est de rendre la scolarisation des écoliers aux Philippines et plus particulièrement sur l'île de Bohol, dont je suis originaire, les plus décentes possibles et surtout les plus accessibles possibles au plus grand nombre. Alors pourquoi Bohol ? Donc c'est ce que j'ai dit. Donc en fait, je suis née sur l'île de Bohol et après plusieurs déménagements aux Philippines, on y est revenu en fait quand j'avais 9 ans. Donc j'ai fait une partie de ma scolarisation dans le primaire là-bas. À peu près du CE1 jusqu'à équivalent, jusqu'à la 6e. Et donc évidemment, j'ai pu vivre les conditions scolaires aux Philippines. J'ai vécu avec mes camarades à l'époque tous les avantages et les inconvénients de ce système scolaire.
quand je suis arrivée en France, j'ai très rapidement pris conscience que dans différentes parties du monde, on avait vraiment différentes chances et différentes façons d'enseigner, différentes approches de l'éducation et surtout des conditions matérielles très différentes et très inégalitaires. Moi, j'ai eu la chance, en grandissant en France, d'avoir été boursière du Crous. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à des médiathèques, à pouvoir emprunter les livres quand j'en avais besoin, à pouvoir accéder à Internet quand j'avais besoin. Et tout ça, c'est vrai que ce sont des supports qui sont beaucoup plus difficilement accessibles pour les écoliers et les élèves philippins. Et en fait, pendant que je faisais mes études, souvent en fait ça me revenait en tête. Je me disais mais il faut quand même, enfin, je pense que ce serait possible de faire quelque chose. Je sais pas du tout quoi, mais ce serait génial de pouvoir rien que leur envoyer des cahiers ou des stylos, parce que je me rendais compte aussi qu'il y avait beaucoup de gaspillage en France. En France, je généralise peut-être, hein, c'est pas l'idée, mais je voyais autour de moi qu'il y avait beaucoup de matériel qui était jeté, pas utilisé, etc. Et je me suis dit, je sais pas comment, mais un jour, j'aimerais bien pouvoir envoyer ce matériel-là aux élèves qui sont restés là-bas. Et c'est arrivé, en fait, ça m'est venu assez naturellement. Donc après mes études, après mon master en physique, j'ai décidé de faire une année de remise en question et surtout d'implication dans une association. Donc en fait, j'ai fait un service civique et j'ai travaillé pour une association qui faisait de la sensibilisation au changement climatique, qui s'appelle Climate. Et en fait, c'est en étant dans cette association que ça m'est venu un peu comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je monte une asso, parce que c'est la meilleure façon de faire adhérer des gens et faire et rendre aussi concrète une idée et une comment dire, rendre peut-être concrète une bataille qu'on a envie de mener. Enfin, pour moi, en fait, c'est comme ça que je me suis dit que ça devrait prendre forme. Et donc c'est en 2014, donc ça fera presque 10 ans. Donc en 2014, on a avec un copain avec qui j'en discutais beaucoup, on s'est dit allez, on monte une asso et puis on verra bien ce qu'on fait avec. Donc on a monté cette asso. On n'avait pas beaucoup d'ambition à la base. À la base, c'était vraiment de l'aide matérielle, envoyer des stylos, des cahiers, essayer d'envoyer des livres en anglais, etc., pour qu'ils aient des supports. Très vite, en fait, on s'est rendu compte que le plus simple, c'était de collecter des dons en argent pour pouvoir acheter directement sur place du matériel, parce que c'était beaucoup moins cher aussi, et ça permettait d'aider le plus d'élèves possible. Et puis après, petit à petit, on s'est dit mais quand même, ce serait sympa de pouvoir sensibiliser en même temps en fait les enfants en France et les élèves en France, en leur disant que voilà, que enfin, et en faisant naître chez eux peut-être un sentiment de solidarité, parce que on sait que les enfants ont un potentiel énorme pour ressentir de l'empathie et puis comprendre en fait très vite que voilà, qu'il y a des élèves comme eux ailleurs qui n'ont pas les mêmes chances qu'eux et pas le même matériel qu'eux, tout simplement. Et du coup, petit à petit, on a contacté des écoles et on a pu mettre en place des sessions de sensibilisation où on va à la rencontre des écoliers, on leur explique ce qu'on fait. On fait des campagnes, à peu près 1 à 2 campagnes de collecte de matériel par an. Et pendant ces sessions de sensibilisation, on leur fait un petit quiz sur les Philippines, sur des connaissances un peu générales sur les Philippines, et on leur présente aussi justement ce constat assez malheureux qu'il y a beaucoup d'enfants aux Philippines qui ne peuvent pas aller à l'école pour différentes raisons, et quand ils peuvent y aller, souvent ils se confrontent à la difficulté du coût du matériel scolaire. En l'occurrence, ce sont leurs familles qui s'y confrontent, mais c'est eux qui en payent le prix, malheureusement. Et donc, en fait, c'est assez concret pour les élèves et ça marche super bien. Les élèves sont très intéressés, et ils posent plein de questions. Et donc, petit à petit, c'est comme ça qu'on a voulu
développer en fait ce projet de collecte de matériel, c'était vraiment avec cette double volonté d'une part de pouvoir collecter ce matériel, mais aussi d'avoir ce contact réel avec les élèves français et de les sensibiliser en même temps pour que quelque chose reste par la suite. Donc on a de super retours de la part des instituteurs et institutrices. Avec le Covid, malheureusement, on n'a plus réussi à rentrer dans les écoles, etc. Et après, ça a mis un peu de temps pour revenir à la normale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais donc l'année dernière, on a pu le faire dans 2 écoles différentes, ici dans le Var. Et ça s'est super bien passé. Donc là, justement, il y a 2 cartons qui sont en partance pour les Philippines et qui sont en route, pardon, pour les Philippines. Et ils devraient arriver incessamment sous peu. Donc on a très hâte. Donc ça faisait partie on va dire, c'était le premier projet qu'on avait en tête. Comment c'est en fait, tu l'as un tout petit peu effleuré du doigt, mais comment c'est l'école là-bas aux Philippines? C'est quand tu dis ça coûte cher pour les familles d'avoir du matériel, ils n'ont pas forcément de livres et que c'est vrai que nous ici en France, honnêtement à l'école publique, l'école est gratuite, les matériels est fourni par l'école, on se pose pas la question, on a des bibliothèques dans les communes, on a accès à Internet, etc. C'est des acquis en fait et nos enfants ne se rendent pas compte en effet de la chance qu'ils ont, du confort qu'ils ont et de cette possibilité qu'ils ont d'étudier. On a plus des enfants qui vont râler parce qu'ils veulent pas aller à l'école que que des enfants qui vont être reconnaissants de tout ce qu'ils peuvent avoir à disposition, parce que quand on n'a pas vu comment c'était ailleurs, en fait, ils peuvent pas se rendre compte non plus. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe l'école là-bas? Est-ce qu'il y a une forme d'obligation d'aller à l'école? Est-ce que c'est obligatoire quand même ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont du coup en dehors du circuit? Et qu'est-ce qu'ils ont comme matériel à disposition? Comment ça se passe dans les classes? Alors, l'école aux Philippines est obligatoire en théorie jusqu'à l'âge de 12 ans. Ok. Donc en fait, le système scolaire philippin, il se base à peu près sur le système scolaire américain. Donc les Philippines ont été largement influencées par d'abord les Espagnols pendant très longtemps parce que ça a été une colonie espagnole, et puis après par les Américains qui ont apporté une grande aide aux Philippines pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui les ont notamment délivrés de la colonisation japonaise en fait. Et du coup, alors je sais pas comment, alors je connais pas du tout l'histoire de l'éducation aux Philippines. Je sais juste que aujourd'hui en fait ça se découpe en un peu comme en France, donc c'est-à-dire la maternelle, donc kindergarten. Donc là on a des enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 6 ans. Par contre, la maternelle n'est pas obligatoire. Par contre, à 6 ans, il est obligatoire il est obligatoire dans les textes d'inscrire son enfant à l'école. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle la elementary school, donc l'école élémentaire. Et ça, jusqu'à l'âge de 12 ans. En fait, on fait grade 1 jusqu'à grade 6. En fait, ça correspond au CP jusqu'à la 6e. Et à partir de la 5e, on rentre dans ce qu'on appelle le high school, un peu comme aux États-Unis, en fait. Ouais. Et high school, on a first year, second year, jusqu'à fourth year, donc 4 years de high school. Dernièrement, j'avais des échanges avec un instituteur avec lequel on travaille dans une des écoles qui m'a dit que normalement, la plupart des familles essayent quand même de faire finir au moins le high school pour les élèves parce qu'avant ça, ils peuvent pas du tout accéder à un quelconque métier. Par contre, les formations diplômantes, évidemment, ça commence après le high school, donc c'est le college, qu'on peut dire. Enfin, je pense que c'est l'équivalent de l'université chez nous. Et là, par contre, bon, évidemment, ce n'est plus obligatoire. Je sais pas si, il me semble qu'en France non plus, je pense. Non. Mais voilà. Mais par contre, il y a déjà un filtrage en fait après la 6e. Il y a déjà beaucoup d'enfants qui peuvent pas continuer, non pas parce que le high school est payant, mais parce qu'en fait il y a des coûts qui proviennent notamment. Alors en fait aux Philippines, je sais pas trop comment expliquer, mais
au fur et à mesure de l'année scolaire, il y a ce qu'on appelle des projets à soumettre. Donc, il y a 4 ou 5 gros projets. Donc, c'est des projets de recherche, des choses comme ça. Et en fait, on demande aux élèves de payer pour l'achat du matériel qui va être utilisé pour le projet. L'idée étant que tout le monde ait à peu près le même matériel et qu'il n'y ait justement pas des grosses différences entre ceux qui peuvent pas du tout payer. Et donc ils font une sorte de pot commun avec l'argent qui vient de tous les élèves ou de tous les étudiants, je sais pas trop comment les appeler. Et après en fait le prof achète le matériel et ils peuvent faire ce qu'ils appellent les projects là-bas. Donc c'est pas du tout le même fonctionnement qu'en France. Et en fait, ils sont évalués du coup basés sur les résultats des recherches qu'ils ont fait et de comment ils présentent à l'oral leur projet. Okay. Et en fait, Marvin, qui est un des instituteurs avec qui on travaille, nous a dit il y a beaucoup d'élèves déjà qui peuvent pas payer ça. Donc en fait, du coup, soit ils payent pas et donc ils peuvent pas valider leur projet et donc ils peuvent pas valider leur année. Donc au final, ça s'arrête très très vite. Et après, il y a aussi les frais qui sont obligatoires, c'est-à-dire les uniformes. Donc aux Philippines, l'uniforme est obligatoire dans les écoles, que ce soit à l'école primaire que par la suite. Donc ça aussi, en fait, c'est un coût supplémentaire. Et après, ils ont ce qu'on appelle les tuition fees, qui sont en fait des frais de scolarité. Alors en France, je me souviens plus très bien parce que moi, vu que j'étais boursière, je sais que j'ai jamais rien payé pour étudier, même à l'université. Là-bas, c'est vraiment cher. Donc en fait, les enfants qui sont en primaire, souvent, il y en a quand même une grande majorité qui va à l'école. En tout cas aujourd'hui. Moi, je me souviens quand moi j'étais écolière, je sais qu'il y avait beaucoup qui étaient absents à partir d'une certaine période de l'année, parce qu'il y avait la récolte du riz, etc. Donc beaucoup de ces enfants en fait servent de babysitter pour leurs petits frères ou leurs petites sœurs, parce que du coup leurs parents doivent travailler souvent, donc c'est du travail au champ, dans les rizières, etc. Ou alors ils vendent des choses au marché, etc. Et en fait il y a pas vraiment de système de nounou ou quoi que ce soit. Tout le monde se débrouille un peu comme ils peuvent et du coup, forcément, ce sont les aînés qui sont sacrifiés pour ça. Il y a beaucoup d'élèves aussi qui vont à l'école le matin et puis en fait, à midi, ils ont rien à manger, donc ils rentrent chez eux, donc ils reviennent pas l'après-midi. Donc en fait, il y a beaucoup d'absentéisme pour beaucoup de raisons. Souvent, si on part par exemple, dans un village, si en début d'année, il y a 100% des élèves qui vont à l'école, en milieu d'année, on sait déjà qu'il n'y en a plus que 50 ou 60 présents, et puis à la fin de l'année c'est plutôt entre 40 et 50% maximum quoi. Ou alors c'est des élèves qui reviennent à la fin de l'année juste pour valider leur année. Alors je sais plus exactement comment ça marche parce qu'il y a quand même un minimum pour pouvoir passer au niveau d'après. Mais en tout cas je sais que l'école est assez chaotique et que les professeurs ont pas forcément beaucoup de moyens de pression ou pas de pression ou d'influence en fait sur les familles parce qu'ils connaissent très bien les problématiques de ces familles-là aussi et voilà ils essayent de composer avec quoi. En termes de matériel, donc les gros investissements souvent des débuts d'année, c'est le matériel scolaire, c'est vraiment très coûteux. D'ailleurs, je me rends compte que j'en ai parlé avec des parents d'élèves en France, parce que quand on fait nos collectes de matériel, ils me disent souvent, mais vous savez, chez nous aussi en fait ça coûte, c'est cher maintenant, c'est de plus en plus cher en fait le matériel scolaire. Donc c'est vrai que on voit en fait sur les dernières années une tendance avec des produits qui sont soit de moins bonne qualité, mais en fait mais les parents mettent le même prix qu'il y a 3-4 ans, ou alors un peu moins de dons parce que je pense que les familles préfèrent garder pour leurs enfants ce qui est normal tout à fait. Mais donc en fait donc évidemment l'inflation qui touche les pays développés comme les nôtres, c'est malheureusement c'est la même
ils subissent le même sort dans les pays pauvres. Et le problème, c'est que eux, ils en pâtissent encore plus parce qu'ils ont vraiment pas d'aide. Donc, il n'y a pas de système de CAF, il n'y a pas, il y a pas d'APL, il y a pas enfin, donc en fait, c'est voilà, chacun survit un peu comme il peut, quoi. Il y a beaucoup de métiers il y a beaucoup de personnes qui travaillent au black. Moi, je me souviens, dans mon village, je connaissais personne qui avait un contrat de travail légal, quoi. C'est ouais. c'est que des personnes qui travaillaient dans les rizières ou alors qui faisaient le ménage chez les personnes riches ou alors voilà qui vivotaient au jour le jour, qui vendaient des trucs à la récré, enfin des choses comme ça. Et du coup, ce que tu disais tout au début, vous, votre famille, vous avez fait le choix de rentrer en France pour des études supérieures finalement. C'est toi l'aîné de la famille du coup? Oui, tout à fait. Ouais, parce que là-bas aux Philippines, comme tu l'as un peu expliqué, la possibilité de faire des études supérieures ou une formation diplômante finalement très restreinte. Alors en fait, les possibilités existent pour les personnes pour les familles qui sont aisées, qui ont la capacité de payer des études. Il y a des possibilités forcément, et Ouais. c'était un peu notre cas. Mais c'est plus que, en fait, même les formations diplômantes, elles donnent pas forcément accès à des métiers intéressants par la suite. Par exemple, quelqu'un qui aura je sais pas, un bachelor en commerce, en fait, il va faire caissier, quoi. Donc, Ouais, ok. en C'est fait, pas forcément à la hauteur voilà. de. Pour faire, par exemple, pour avoir un diplôme d'ingénieur, il faut vraiment débourser une très grosse somme d'argent et surtout, souvent, il faut migrer dans les grandes villes pour pouvoir étudier. Donc là, par exemple, ça aurait été Cebu, donc l'île à côté, où il y a une université peut-être qui tient la route, ou alors ça aurait été Manille. Et sauf que mon père, enfin en tout cas mes parents ne voyaient pas une vie où en fait ils nous enverraient en boarding school, donc dans une pension, pour qu'on puisse étudier loin de la maison, pour des sommes astronomiques, sans avoir forcément un, la possibilité ou en tout cas une assurance d'avoir un métier stable par la suite, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment énormément de chance et j'en suis consciente tous les jours d'avoir pu accéder à cette éducation française. C'est une chance vraiment inouïe d'avoir pu avoir accès à une scolarité aussi riche, en fait. C'est surtout ça. Et, euh, et aujourd'hui, ce qui me manque beaucoup aux Philippines, c'est voilà, il y a aucune bibliothèque dans le village où j'étais. Il y a rien en fait. Il y a pas de ludothèque, il y a pas de médiathèque. Les enfants donc les enfants les familles ne partent pas en vacances puisqu'ils n'ont pas d'argent. Donc en fait, les vacances, c'était, je me souviens très bien de ces 2 mois avec cette chaleur à crever, où en fait on traînait dehors. Voilà, on n'avait rien à faire, on jouait avec des bouts de bois. Après, je me suis éclatée. C'était une super enfance. On était tout le temps dehors. C'était une vie très différente. Mes parents ne savaient jamais où on était, mais ils savaient qu'on était en sécurité. On était toujours chez de la famille, chez des voisins. Tout était toujours ouvert. Mais voilà, je me souviens d'étés interminables où on s'ennuyait absolument et j'avais juste envie que l'école reprenne parce qu'il y avait rien à faire, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui manque énormément. C'est des lieux où les enfants pourraient se retrouver pour jouer à des jeux, je sais pas, lire des livres, voir des films, etc. C'est un des gros manques, je trouve, là-bas. Ouais. C'est vrai que nous, enfin moi je pense là dans la commune où on habite, on est une petite commune, mais je crois qu'on a vraiment beaucoup de chance aussi, au-delà de d'être une commune en France. Mais on a un périscolaire qui est absolument fantastique, avec plein de super jeux différents, aussi bien en intérieur, des jeux de société, des jeux en extérieur, une bibliothèque. Et en fait, les enfants qui vont avant l'école ou après l'école, c'est aussi un environnement qui est très riche. Pendant les vacances, il y a le centre de loisirs, etc. Et c'est vrai que on pense à l'école, aux conditions d'apprentissage, mais tu as raison aussi de dire qu'il y a tout un environnement, un contexte qui est autour, qui favorise aussi évidemment les apprentissages, quoi. Donc, Oui, c'est vraiment ça.
Maintenant que je suis maman, en fait, je me rends compte que évidemment il y a nécessité de trouver un moyen de garde quand on travaille. Ouais, Aux Philippines, c'est pas du tout les mêmes problématiques parce que les parents souvent ne travaillent pas. Donc en fait, il y a pas moi, enfin, il y a pas besoin de trouver des moyens de garde. Mais en fait, au-delà de ça, donc quand je pense notamment au centre aéré ou voilà au centre périscolaire, au-delà de juste de ce lieu sécurisé où en fait nos enfants restent en attendant qu'ils rentrent chez eux, il y a quand même cette stimulation dès tout ouais. petit qui est incroyable et ça c'est quelque chose qui manque énormément. Euh, Aux Philippines, c'est voilà, les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes parce qu'en plus, bah, les parents, ils n'ont pas forcément le temps de s'en occuper. Donc, ils errent dans les villages. Euh, c'est, c'est très difficile à expliquer. Je pense que tu imagines un peu, mais donc dès tout petit, vraiment dès tout petit. Donc, je me souviens m'être vraiment bien amusée à grimper dans les arbres, à construire des cabanes, etc. Donc c'était aussi super d'avoir vécu ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je sais que je pourrais pas offrir à ma fille puisqu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais par contre, enfin les Disney, je les ai connus super tard, quoi. Et puis même, voilà, je me souviens. Heureusement, mon père, nous, il nous achetait des livres et tout, mais mes camarades de classe, quand ils venaient chez moi, ils étaient impressionnés. Enfin, on avait des jouets, des choses comme ça. Ils avaient rien chez eux, quoi. Et Ouais. c'est vrai que rien que ça. Et d'ailleurs, c'est un des rêves que j'ai avec Éco des Philippines, ce serait de pouvoir monter une ludothèque locale, en fait, et pouvoir faire travailler du coup des personnes sur place, parce qu'il y a énormément de personnes désœuvrées. Et ce serait ça, ce serait soit créer une sorte de camp de vacances, même si c'est juste dans le village, et puis proposer des activités aux enfants, ou alors créer vraiment une structure en dur ou qui fonctionnerait toute l'année, où les enfants pourraient venir emprunter des livres, des jeux, etc. Et vraiment stimuler leur imaginaire, leur créativité, c'est super important. Ouais, et c'est vrai que, enfin, moi j'en suis personnellement convaincue depuis toujours, l'accès aux livres change tout, en vrai. Et ça me fait penser à un épisode que j'ai fait avec Claire qui elle est expatriée à Cusco au Pérou. Et avec son mari péruvien, ils ont monté une association aussi pour venir en aide à des écoles. Et eux, leur première mission, ça a été de pouvoir créer une bibliothèque pour les écoles qui sont perchées dans les Andes, qui sont assez loin de tout et qui n'ont pas accès. Et en effet, elle disait, les enfants n'ont pas accès aux livres. C'est ni à l'école, il n'y a pas de bibliothèque, donc à la maison encore moins. Et ça participe évidemment aux apprentissages, à l'éveil, à la curiosité, à la construction d'un enfant, quoi. Bien sûr, c'est sans aucun doute. Ouais. Alors, pour revenir un petit peu du coup sur les missions de l'association, ce que vous faites, Mhm. vous aidez deux écoles, c'est ça? Oui, À Bohol, les deux sont situés. Donc Bohol, c'est une île, si je dis pas de oui, bêtises. c'est ça. Ouais. Mhm. Mhm. C'est des écoles, donc c'est des villages. C'est pas, on n'est pas en ville là-bas, on est. Non. Alors, à Bohol, donc c'est une toute petite île centrale aux Philippines. C'est dans la région des Visayas. Donc, les Philippines sont divisées en trois grandes régions. Luzon, plutôt vers le nord, là où il y a Manille. Visayas, c'est tout le centre. Et Mindanao, au sud. Donc, Bohol est une toute petite île qui est plutôt centrale, qui est assez connue pour... je sais pas si tu as déjà entendu parler des tarsiers, les tout petits mammifères. Ils Ouais, sont assez deux endémiques, noms. voilà, ils sont endémiques de là-bas. Et puis les collines de chocolat, etc. Donc c'est quand même, Bohol, c'est quand même une île assez incontournable touristiquement parlant, on va dire. Et puis bon voilà, et puis à l'envers du décor. Ouais. Et donc c'est une île qui est composée de, on va dire, deux ou trois grandes villes. Donc il y a Tagbilaran City où il y a notamment un aéroport, enfin qui est assez récent, mais voilà. Et puis il y a Tubigon au nord où il y a un port qui fait la liaison avec les autres îles autour. Mais après tout le reste c'est voilà, c'est beaucoup de rizières, de villages. Et aux Philippines, en fait, les villages sont plutôt construits autour de familles, en fait.
Donc notamment là où j'habitais, donc j'habitais en face de ma grand-mère et j'avais toute la famille dans le village. Et en fait, les villages se construisent autour de routes, d'axes, du coup pour pouvoir faire le transport facilement et qui rejoignent en fait ce qu'on appelle, enfin c'est assez particulier. C'est comme une grande route qui fait tout le tour de l'île. Et en fait, les villages se connectent à cette grande route-là pour pouvoir D'accord. faire les liaisons vers les villes, notamment pour faire les courses, etc. Mais voilà, mais c'est quand même très très rural comme paysage. Ouais. Ok. Et donc, je suppose que comme c'est là-bas que tu as grandi, il y a au moins une des écoles où tu es allée. Oui, Ouais. en fait c'est ça. On a commencé donc c'était facile à la base parce que donc je connaissais beaucoup de gens dans ce village. Il y avait une partie de ma famille qui était restée et surtout j'avais eu des camarades de classe qui maintenant du coup ont leurs enfants dans ces écoles ou même peut-être ont déjà quitté les enfants parce qu'il faut savoir qu'aux Philippines les femmes ont des enfants très jeunes. Et du coup, on a commencé par aider l'école de Mandaog. Donc Mandaog, c'est pareil, c'est un petit village à l'ouest de Bohol. On a commencé par celle-là. Donc c'est aux Philippines, les écoles sont à peu près construites pareil. Donc elles sont quasiment toutes au bord de cette fameuse route principale et elles comprennent souvent à peu près 500 élèves en fait. Et elles sont construites à 1, 2, 3 kilomètres maximum les unes des autres. Donc c'est la population philippine est très jeune. Donc c'est un pays qui a une densité de population très grande et voilà, et elle est très jeune et du coup là on aide 2 écoles et à peu près 1000 élèves. En tout cas quand les Oui. écoles sont pleines en début d'année quoi. Mm. Ouais, ouais, ok. Et c'est des écoles primaires. Oui, ce sont que Ouais. des écoles primaires. Ok. Et bon, du coup, je t'ai un petit peu coupé quand tu présentais les différentes missions et l'évolution de l'association pour que tu nous racontes un petit peu comment c'était sur place. Mais donc après l'envoi du matériel, etc., qui a connu un petit peu des difficultés du coup pendant le Covid, Ouais. depuis ça, vous faites quand même d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Le grand tournant qu'a pris l'association, ça a pris un peu de temps, c'était en 2019, donc ça faisait déjà 5 ans qu'on existait. On a fait un voyage solidaire avec plusieurs membres de l'association, donc on était une dizaine sur place. Donc c'était assez rigolo, on a campé dans notre ancienne maison et tout, c'était Ah ouais, marrant. génial. Ouais, et du coup, on a décidé de rendre visite du coup à mes anciennes institutrices, instituteurs, etc. Et on est tombé sur un projet assez facilement réalisable. En fait, il y avait une salle de classe qui avait été condamnée, qui avait été transformée en débarras parce que la toiture fuyait, etc. et qu'ils n'avaient pas le budget pour la rénover. Et donc là-bas, donc en fait, c'était un peu du gâchis parce que du coup les élèves étaient serrés comme des sardines dans les autres classes, alors qu'il y avait tout un potentiel avec cette grande salle de classe là. Donc on a décidé de la rénover. Donc on est resté 3 semaines aux Philippines, dont 2 semaines dans l'école. Et on a fait la rénovation nous-mêmes et tout. On s'est vraiment bien amusé et c'était super parce que c'était la première fois que les membres du coup de École des Philippines en France prenaient conscience en fait de ce qu'on faisait. Donc c'était Ouais. très fort aussi pour eux parce que la plupart des membres de l'association sont des amis de longue date et c'était la première fois que j'arrivais à leur montrer en fait la réalité du terrain et puis on en parlait depuis 5 ans et puis là c'était la première fois que voilà qu'on s'y mettait vraiment et donc ça a été un super voyage mais à l'issue duquel en fait on s'est posé plein de questions parce que du coup en discutant avec les instituteurs on s'est rendu compte qu'il y avait des choses dont on n'était pas conscient, notamment l'absentéisme dont je parlais tout à l'heure mais qui était dû à la faim en fait tout simplement. Donc il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas donc aux Philippines il n'y a pas de système de cantine comme on peut avoir en France, donc les élèves se débrouillent pour avoir Le repas. ce qu'on appelle voilà le repas à midi. Aux Philippines on appelle ça le baon.
Donc chacun se débrouille pour pouvoir grignoter un truc entre midi et 2. Les journées aux Philippines sont assez sportives. On commence entre 7h30 et 8h et ils finissent entre 17h30 et 18h, quoi. Ah oui, c'est Donc, des grandes journées, ça. ouais, c'est des très grandes journées. En plus, aux Philippines, il y a il y a des travaux pratiques, par exemple du jardinage, des choses comme ça. Donc, il y a des journées qui sont très difficiles pour les enfants, du coup, qui ont rien à manger, quoi. Et en fait, donc la directrice de l'école nous a dit, ben oui, je sais pas si vous vous souvenez, Céline, mais vous vous souvenez, il y en avait qui avaient rien à midi, et en fait, il y en a beaucoup du coup qui rentrent chez eux parce qu'ils peuvent pas terminer la journée. Ça demande trop d'énergie, et donc ils reviennent pas. Et en fait, au fur et à mesure, ils décrochent, ou alors juste, ils n'arrivent pas à finir leur année. Et en fait, on s'est dit mince, mais en fait, c'est un truc qui nous a vraiment échappé. On n'imaginait même pas que ça pouvait être un vrai problème au quotidien pour les écoliers. Et du coup, à partir de là, on a décidé de créer le programme Cantine solidaire. L'idée étant de fournir 3 repas chauds directement à l'école toutes les semaines. Donc souvent, c'est le lundi, mercredi et vendredi pour les enfants qui sont le plus dans le besoin. Donc chaque année, en fait, il y a entre 40 et 50 élèves qui sont choisis sur des critères assez concrets, c'est-à-dire qu'en début d'année, ils sont pesés, mesurés, et les élèves qui sont en sous-nutrition ou les élèves dont les instituteurs et institutrices connaissent en fait le contexte familial et connaissent les difficultés, sont du coup bénéficient de ces repas. Okay. Et du coup, on a monté cette première cantine solidaire et ça a été vraiment un franc succès. Et en fait, on a après étendu notre aide d'abord matérielle à une école qui est à côté, donc qui a 1 kilomètre à côté, Bentig Kalunasan. Et puis, on a ouvert aussi une cantine dans la foulée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes soucis là-bas, et je pense que c'est général aux Philippines, malheureusement. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, depuis 2-3 ans, depuis 3 ans, on aide à peu près sur une année scolaire 80 élèves avec 3 repas chauds qui sont directement fournis par des bénévoles, soit de l'association des parents d'élèves, ou alors des personnes pareilles qui sont désœuvrées et qui reçoivent un petit quelque chose pour la préparation des repas. Et donc c'est bien aussi parce que ça fait vivre un peu la communauté autour. Il y a des parents qui viennent aider, etc. Donc ça les implique un peu. Et voilà, et donc c'est vraiment, ça se passe super bien. Donc maintenant on a 2 cantines solidaires et voilà, on aide à peu près entre 80 et 85 élèves par an. Il y a même parfois des parents d'élèves en fait qui viennent directement voir la directrice en disant est-ce que ce serait possible d'inscrire mon enfant, parce que ils se rendent bien compte que que c'est un poids en moins en fait à supporter. Ouais, c'est sûr. Et on s'assure qu'ils puissent manger des légumes, des protéines et des féculents tous les jours en fait. Enfin, en tout cas sur tous les repas. Ouais. Et donc vous apportez une aide financière pour Oui, pouvoir justement acheter les denrées de quoi préparer, et puis aussi donner un petit quelque chose aux personnes qui font que ça marche sur place, quoi. C'est ça. Donc nous on fonctionne exclusivement sur des dons de particuliers. On a quelques donateurs industriels par exemple, mais c'est pas, la plus grande partie de nos dons viennent de particuliers, et notamment de personnes qui parrainent en fait un écolier. Et pour 10 € par mois, on peut aider du coup un écolier. C'est à peu près, donc c'est 100 € par an puisqu'il y a 10 mois d'école. Et ça nous permet de leur acheter du coup de quoi les nourrir 3 fois par semaine tout au long de l'année. Ok. Et juste une petite question, peut-être que c'est un peu gonflé, mais pourquoi pas tous les jours d'école? Parce que c'était un trop gros budget pour nous en fait. Ok. Ça, on n'arrivait pas. Au début, on avait fait ça la première année, et puis en fait, ça nous avait quasiment pris toute notre trésorerie sur l'année. Et vu qu'on a d'autres projets qui sont notamment la rénovation de locaux en fait, ou la construction de locaux éducatifs, on essaye de garder aussi un petit peu de notre budget pour
pour ce genre de projet-là. Donc notamment, malheureusement, les Philippines sont très souvent touchées par des catastrophes naturelles. Donc il y a à la période des moussons, par exemple, il pleut tous les jours pendant des mois. Et en fait, les infrastructures sont pas forcément construites avec des très bons matériaux. Donc il y a beaucoup de toitures qui fuient, etc. Là, dernièrement, on a fait un projet où on a carrément remis à neuf en fait les toilettes parce qu'elles étaient condamnées depuis plusieurs années parce que pas de budget pour les refaire. Donc les élèves se ruaient dans les toilettes des salles de classe, mais il y en a beaucoup qui sont pas fonctionnelles non plus. Donc en gros, pour 500 élèves, il y a 2 toilettes qui fonctionnent dans l'école, quoi. Donc c'est qui sont dans des salles de classe qui sont pas leur classe. Donc en fait, ils peuvent pas y aller n'importe quand. Enfin bref, donc là et il y avait 2 toilettes, on va dire publiques dans l'école, et du coup on les a fait refaire. Donc c'est pour ce genre de projet là aussi qu'on essaye de garder un peu de cash. Et vu que en fait on s'est rendu compte que même pour l'organisation en fait de l'achat parce qu'on achète, les personnes là-bas achètent tous les denrées que des denrées fraîches en fait, donc quasiment au jour le jour. Donc c'était un peu compliqué de s'organiser pour faire 5 jours par semaine, sachant qu'on a que des parents bénévoles qui font ce service-là. Donc finalement on s'est bien retrouvé sur un compromis à 3 jours par semaine, ça suffisait largement. Et voilà, et ça nous permet de dégager un peu de trésorerie pour d'autres projets. Le dernier étant la mise en place de ce que j'appelle des ponts culturels en fait entre la France et les Philippines. L'idée c'est d'ouvrir un peu l'esprit et des écoliers philippins et des écoliers français sur l'existence de leurs camarades du bout du monde et sur les traditions, la culture de part et d'autre, avec un échange en anglais, parce que je sais que en France, c'est quelque chose qu'on essaye d'encourager, et aux Philippines, c'est la même chose, même si aux Philippines, on apprend l'anglais plus tôt qu'en France. Enfin, on apprend dès la maternelle, en fait. Donc, je me souviens, dès la maternelle, on apprend l'alphabet, et puis très rapidement, on maîtrise, mais on a des bases en anglais. Et donc, je sais que c'était une... Comment dire, c'est un... Pour certaines écoles, c'était assez attractif en fait de faire ces échanges-là. Donc parfois, on a fait des échanges avec des portraits en fait d'enfants. Donc ils se sont dessinés en mettant leur nom. Et parfois, ils envoient des lettres, en disant je m'appelle comme si j'ai tel âge. Aux vacances, je fais ça, ou je mange ça tous les jours, etc., etc. Donc c'était assez sympa, quoi. Ouais, c'est chouette. Et est-ce que du coup, je reviens juste sur l'expérience que vous avez vécue avec les bénévoles de l'association pendant 3 semaines, et du coup, vous avez pu concrètement travailler dans l'école pour améliorer une pièce. Est-ce que vous accueillez des bénévoles sur place? Oui, tout à fait. Là, depuis plusieurs années, on a 1 à 2 fois par an des personnes, soit qui sont en voyage, en année sabbatique, ou en voyage autour du monde, qui nous contactent. Alors, je sais pas trop, je pense qu'ils doivent peut-être taper Philippines sur Internet ou association, et puis on doit ressortir assez facilement, je pense. Parce que du coup, ils nous contactent en nous disant bon voilà, on a ce projet-là, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur place? Et souvent, c'est des expériences assez incroyables pour eux. C'est vrai que les Philippins ont vraiment le sens de l'accueil, donc ils sont très chaleureux, et c'est vrai que ce sont des personnes qui vont se mettre en quatre pour accueillir du mieux qu'ils peuvent, même avec pas grand-chose, les visiteurs. Et puis surtout, ça fait quand même 10 ans qu'on est en partenariat avec eux, donc c'est vrai que quand on arrive dans une des écoles sous le drapeau ECOI des Philippines, ils sont quand même bien accueillis. Et puis tout simplement, les Philippins aiment beaucoup recevoir des personnes du monde entier. C'est souvent une attraction pour eux. J'ai des anecdotes assez rigolotes qui sont remontées des bénévoles. Mais et puis je le sais parce que je l'ai vécu en étant là-bas, et c'est vrai que du coup vu que je suis métisse, j'ai pas tout à fait la physionomie philippine, donc ils sont assez
ils sont très curieux. Et oui, avec grand plaisir, on accueille des bénévoles et nous, en fait, souvent, on finance du coup les projets. On leur propose différentes tâches à faire. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a un couple, Colline et Victor, qui étaient en voyage autour du monde, justement dans différentes associations, qui nous ont contactés et ils se sont rendus à l'école de Kaluna Hassan et à l'école de Mandaok. D'ailleurs, ils ont fait les deux et ils ont nettoyé une salle de classe, ils ont réparé des toitures. Enfin, vraiment, ils se sont essayés à tout. On essaye souvent et pour l'instant, on a toujours réussi à faire travailler en même temps du coup des ouvriers locaux en même temps que les bénévoles pour qu'ils soient quand même accompagnés et encadrés. Et est-ce que donc sur Parents Voyageurs, évidemment, dans notre auditoire, on va dire, il y a beaucoup de familles de voyageurs. Est-ce que ça pourrait coller aussi d'accueillir des familles ou pas? Parce que parfois les associations sont un petit peu plus réticentes parce que il y a une histoire de responsabilité, je pense, vis-à-vis des enfants, et puis on sait pas toujours quoi leur faire faire. Là, peut-être qu'ils pourraient aller à l'école du coup pendant que les parents Oui. travaillent pour l'asso. Oui, en effet. Alors, on en a parlé au téléphone, mais je trouverais ça incroyable qu'une famille arrive dans l'école, que les parents du coup puissent faire quelques travaux de rénovation ou discuter avec les instituteurs et institutrices pendant que leurs élèves font la rencontre des autres élèves philippins. Ce serait magique, je pense. En tout cas, voilà, il faut savoir qu'avec notre association, on va dire qu'on a des entrées assez faciles dans ces deux écoles-là, de par notre statut on va dire de bienfaiteur depuis plusieurs années. Donc, on a un contact privilégié dans une des écoles qui s'appelle Marvin, qui est juste incroyable et qui est toujours motivé pour n'importe quel projet. Et je suis sûre que si je lui en parlais, il serait super content. Et en tout cas, voilà, les enfants seraient bien évidemment accueillis dans les classes. Il y a aucun problème. Ils pourraient jouer ensemble, etc. Et puis pendant ce temps, les parents pourraient tout à fait faire des petits travaux dans l'école, aider à la préparation des repas. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer et qu'on pourrait mettre en place. C'est plutôt carte blanche. Je sais que en France, ce serait pas trop le cas. Je pense c'est beaucoup plus encadré. Et puis il faudrait peut-être signer plusieurs documents et tout. Mais en tout cas là-bas, voilà, non, c'est vraiment très ouvert et chaleureux. Voilà. Ouais, c'est facile en fait. C'est vrai que je sais pas comment ça pourrait se passer en France. Des voyageurs d'un autre continent, ils sont là, ils sont en Europe, ils ont envie de visiter une école. Est-ce que les enfants peuvent rester quelques jours avec la classe avec d'autres? En fait, j'en ai aucune idée, mais je pense que ça serait compliqué parce que nous on met une barrière administrative. Bon, après parfois c'est pour bien aussi, hein, en termes d'assurance, etc. C'est pas que des contraintes inutiles, mais je pense qu'il y aurait un peu de ça quand même qui peut-être empêcherait du coup un accueil un peu inopiné, quoi. Oui, je pense que c'est aussi une question de mentalité. C'est vrai que c'est vraiment, parfois je me dis, ça a été vraiment deux faces d'une même pièce en fait. Enfin, et encore, c'est peut-être deux pièces différentes qui me sont tombées dessus en ayant ces deux origines-là, parce que les vies, la façon de vivre, la façon d'aborder les autres, d'accueillir les autres. Alors je dis pas qu'on n'accueille pas bien en France, c'est pas le cas. C'est juste, il y a beaucoup moins de barrières en fait là-bas, et la langue n'est pas une barrière déjà, alors qu'en France, je trouve que c'est plus rapidement une barrière. Aux Philippines, quand on sait pas parler, on parle avec le corps, ou on invite à boire un coup et puis on chante ensemble, et que ce soit dans deux langues différentes. C'est vraiment deux univers très différents. Je pense, en effet, j'imaginerais mal, et encore que je sais pas, mais j'imaginerais difficilement une école qui accepterait une famille qui arriverait d'un autre pays, découvrir l'école sur une semaine et puis intégrer les enfants, etc., les prendre en charge. Je pense qu'en effet, administrativement parlant, ce serait compliqué. Aux Philippines, il y a
y a rien à faire, quoi. Et je sais que, par exemple, aux Philippines, c'est beaucoup plus libre dans le sens où, bon, ils ont un programme à respecter, tout ça. Mais si jamais il y a des gens qui viennent pour une journée, pour juste dire bonjour, apporter un peu de matériel ou juste passer dire bonjour, en fait, ils peuvent très facilement banaliser. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose, mais ils pourraient très facilement banaliser c'est arrivé, hein, banaliser la journée juste pour accueillir ces gens. Et ils leur présentent leur danse, ils leur font ils leur font à manger, ils leur font un festin entre midi et deux à la cantine. Enfin, c'est très particulier. Je pense qu'il y a un peu du bon et du moins bon dans les deux cas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, dans le contexte dans lequel on parle, il y aurait aucun souci, et bien au contraire, pour notre asso, en tout cas, ce serait un symbole très très fort de pouvoir réunir des enfants philippins et français dans une même classe et les faire se rencontrer. Bon, génial, l'appel est lancé. Et du coup, on arrive quand même tout doucement à la fin de l'enregistrement. Comment est-ce qu'on peut vous aider et où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment on fait pour vous contacter? Tout ça. Oui, alors Écolier des Philippines est présente sur Instagram en cherchant Écolier des Philippines, tout simplement. On a un site internet également. On a une page Hello Asso, donc nous on fonctionne exclusivement sur des dons de particuliers, comme je disais plus tôt. Donc voilà, n'importe quelle somme nous permet de faire beaucoup de choses, parce que donc voilà, il faut savoir que on essaye quand même d'optimiser un maximum de dons en collectant donc ces dons en France, et par contre souvent on achète et on fait travailler des personnes qui sont des Philippines. Donc c'est vrai que quand on regarde la conversion en fait de l'euro aux Philippins, donc aujourd'hui 1 euro c'est à peu près 65 pesos, et en fait très rapidement avec 100 euros on peut faire de beaux projets. Donc voilà, donc notre association fonctionne sur une trésorerie qui est pas énorme, mais voilà, on essaie toujours d'utiliser à bon escient cet argent, et voilà, n'importe quel don peut vraiment nous aider dans tous nos projets. Ok. Bon, du coup, je mettrai les liens vers votre site internet et la page Insta dans les notes de l'épisode et sur le blog de Parents Voyageurs, comme je fais d'habitude. Écoute, merci beaucoup, Céline, de nous avoir fait découvrir vos beaux projets et puis un petit bout de la vie des écoliers des Philippines. C'était vraiment passionnant. Un immense merci pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi, Floriane. C'était super. Merci. Un très grand merci à Céline pour son témoignage. Vraiment, j'ai trouvé cet épisode passionnant. J'espère qu'il vous a plu à vous aussi. Vous avez entendu l'appel lancé par Céline, voyageurs, famille voyageuse. N'hésitez pas, si vous voulez ajouter une petite touche d'engagement solidaire, une immersion au cours de votre voyage, eh bien sur l'île de Bohol, aux Philippines, il y a 2 écoles que vous pouvez aider et que vous pouvez découvrir de manière un petit peu plus authentique peut-être que les merveilleuses plages des Philippines. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Vous pouvez retrouver l'association donc sur son site internet Écolier des Philippines, donc écolier au pluriel, .org. Sur Hello Asso, il y a aussi un lien, donc je le mettrai dans les notes de l'épisode. C'est par ici que vous pouvez faire un don pour soutenir les missions de l'association. Vous l'avez entendu, il n'y a pas de petits dons, on peut déjà faire beaucoup avec des petits montants. Donc merci à tous ceux qui pourront faire un petit geste. Et puis bien sûr, la page Instagram de Écolier des Philippines, c'est Écolier des Philippines, tout attaché. Un grand merci à vous tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, vous connaissez la musique. Comme d'habitude, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un petit commentaire, vous en parlez autour de vous, vous partagez sur les réseaux sociaux. Ça nous aide à faire connaître le podcast et c'est hyper important pour nous. Un immense merci et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.